Merci tout d'abord pour l'invitation. Donc le titre de cette intervention va être « Gagner avec les données ». Donc je vais vous parler plutôt du support scientifique qu'on peut apporter au staff des équipes de France et aux athlètes des équipes de France à travers l'utilisation des données. Plutôt qu'un long discours, je vais vous présenter une image et une vidéo. Donc on va y voir en fait une équipe de rugby, une des plus fortes de la planète, qui joue en noir. Vous aurez reconnu, si on la lance, bien entendu, au beau tir, Jordan Lacroix a préparé son coup. Admiré. Donc là, c'est ce que chaque spectateur peut observer. Donc bon, là, c'est un superbe cadrage débordement de Gabriel Lacroix qui va aller marquer un essai. Et voilà ce que nous, on voit. En fait, derrière, dans le maillot de chaque joueur, entre les omoplates, il y a des capteurs GPS qui étaient en 10 Hz, qui sont aujourd'hui en 50 Hz. Donc on a 50 données par seconde sur les 3 axes. On obtient des accélérations, des décélérations. Lors de la préparation et des phases de préparation aux entraînements, on capte énormément de données, on en parlera tout à l'heure, pour assurer un suivi autour de l'athlète. Et donc les données sont omniprésentes, comme dans notre société, mais c'est peut-être un peu plus exacerbé au niveau du sport de haut niveau. Et donc en fait, on va adresser différents objectifs. Si on observe le schéma suivant, on se questionne bien entendu pourquoi faire, et donc nous on a regroupé nos interventions autour de 3 principaux axes qui vont être l'analyse de concurrence. On va essayer de déceler les patterns de victoire et surtout de défaite des équipes adverses ou des adversaires des Français pour fournir des informations au staff des équipes de France alors l'utilisation est la leur et elle est propre, mais en fait pour aiguiller à partir de l'ensemble des données qu'on peut capitaliser sur les adversaires, les façons dont ils perdent, les façons dont ils gagnent, pour essayer de les mettre dans des schémas qui vont leur être défavorables et qui vont être favorables aux athlètes français. On y reviendra bien sûr tout à l'heure avec des exemples concrets. On a toute une partie sur la détection et donc on accompagne les fédérations et on crée des outils à partir des données pour tendre vers l'estimation de potentiel et pas de la détection à un instant T de niveau de performance de jeunes athlètes qui sont assez peu prédicatifs d'une performance future. Donc on crée en fonction de l'âge biologique, de l'âge relatif, de différents paramètres d'analyse de performance, des indicateurs pour tendre vers l'estimation de potentiel. Je vous présenterai également des exemples. Et puis alors, on a une énorme partie qui va se consacrer à l'optimisation de la performance, et c'est sur l'ensemble des données qu'on va capter de comment l'athlète s'entraîne, combien de temps il dort, comment il se sent, donc ça va assez loin, et on a des informations sur la couleur de l'urine des athlètes entre chaque séance d'entraînement pour estimer leur niveau d'hydratation ou de déshydratation. On capitalise énormément d'informations avec principalement 2 objectifs ici derrière, ça va être d'optimiser leur préparation et faire de l'estimation de risque de blessure pour éviter ce seuil fatidique, puisque en fait le très haut niveau, l'athlète lorsqu'il atteint ses optima ou l'optimum de performance, il est sur une ligne de crête, il est très proche de ce risque de blessure, et donc on tente d'estimer ces informations-là. Et les données sont perçues, ce qui va être au milieu. En fait, on a un enjeu aussi de médiation et d'explication, puisque lorsqu'on va capter des données par rapport à une question d'un entraîneur ou d'un athlète, on va générer des biais sur le choix des variables qu'on capte, sur les capteurs ou les outils pour aller les capter, sur les modélisations et l'utilisation des données, mais également sur la restitution et la visualisation ou la représentation qu'on va fournir de ces données-là. Donc en fait, l'apport est concomitant des limites, et notre devoir aussi déontologique va être d'expliquer tous les biais qui peuvent être incorporés, et bien entendu, on capte qu'une partie du monde, qu'une partie des informations qui font la pluralité des performances, et donc on embarque également tous ces biais-là lors de la création des outils d'aide. Alors, à la décision, c'était un terme sur lequel on s'appuyait il y a une dizaine d'années. Maintenant, plus on travaille en collaboration avec les staffs, plus on fabrique des outils d'aide à la réflexion plutôt qu'à la décision, puisqu'on se rend compte que ça va amener souvent plus de questionnements. Donc concrètement, comme exemple, je parlais d'un de nos axes qui est comment on passe de la détection à l'estimation de potentiel. C'est assez simple. Les données, je commence souvent avec cet exemple puisque il y a 3 énormes biais qui sont très peu considérés dans l'ensemble des fédérations aujourd'hui, qui sont l'âge
relatif, l'âge biologique et l'âge d'entraînement. Donc l'âge relatif, c'est très simple. Si vous avez des enfants qui pratiquent une activité, lorsqu'ils vont être sélectionnés au niveau régionaux, départementaux, régionaux, et surtout au niveau des équipes de France Jeunes, vous avez une répartition inhomogène des mois de naissance. Vous avez beaucoup plus d'individus qui sont nés en début d'année qu'en fin d'année, et ce, dans tous les sports. Et ça s'appelle l'effet de l'âge relatif. Pourquoi il y a plus d'individus nés en début d'année? Parce qu'ils sont relativement plus vieux. Donc, ils sont aussi biologiquement relativement plus vieux. Ça, c'est le deuxième effet, c'est celui de l'âge biologique. Puisque les catégories jeunes, en fait, peuvent être de même 2 années d'écart. Donc, vous pouvez avoir 1 an et 364 jours de différence d'âge entre 2 enfants. Bien entendu, celui qui est plus vieux a des avantages conséquents dans la pratique physique, mais aussi dans la coordination musculo-cérébrale. Ces événements-là, cette maturation-là se fait à des timings et des tempos individuels qu'il est facile aujourd'hui de mesurer. Donc ce que l'on fait et ce qu'on fournit aux fédérations, c'est lorsque des tests ou des performances sont réalisées, on va recalibrer les performances en fonction de cet effet de l'âge relatif. C'est très simple, on va regarder quel est le niveau de performance pour l'individu qui a 12 ans et 1 jour, 12 ans et 2 jours, 12 ans et 3 jours, ainsi de suite, et on comprend la relation entre la performance et l'âge. Et celui qui est plus jeune, on va lui réattribuer, par exemple, des watts sur un test en ergomètre en aviron. On va lui retirer des millisecondes en natation. Et ces premières étapes, en fait, qui ne sont pas chronophages pour les entraîneurs ou pour les staffs, puisque c'est juste à partir des données d'une date de naissance et des performances, ouvrent les yeux pas mal sur les biais de sélection. Et ça a permis notamment à la Fédération française de natation de réfléchir sur les individus qu'ils invitaient au championnat de France jeunes et donc de faire venir des jeunes athlètes qui n'ont pas le niveau de performance aujourd'hui pour être en finale. Et comme vous le voyez à la télé, le record du monde qui doit être battu ou qui peut être battu, de mettre un laser au niveau de l'eau qui avance en recalibrant sa performance. Ce jeune individu est ici puisque s'il avait le même âge relatif que les autres, voilà le niveau de performance auquel on pourrait s'attendre. Donc on le met dans le grand bain avec les autres et surtout on sensibilise les entraîneurs et les staffs à ce biais-là. Le second, c'est l'âge biologique, il est monstrueux puisque vous pouvez avoir 2 ans d'écart. Si vous prenez la catégorie moins de 14 ans, 12-14 ans, au moment du pic pubertaire croisé entre garçons et filles, vous allez avoir des individus qui sont biologiquement, qui ont passé leur pic pubertaire, donc qui sont 100% prêts pour exprimer leur plein potentiel, et d'autres qui sont à 10, 20 ou 30%, qui sont avant le pic pubertaire. Donc vous faites concourir entre eux des individus qui n'ont absolument pas les mêmes capacités. Le graphique qu'on voit là, l'information à retenir, si on revient sur ce qu'on était, celui du milieu, en fait, c'est le gradient de couleur. La case en bas à gauche, c'est les 10% les plus performants sur les championnats de France jeunes, et celle en haut à droite, c'est les 10% les moins forts. Et plus la couleur est foncée, plus vous avez un nombre d'individus important. Et ce qu'on a observé sur les 4 derniers championnats de France, c'est que les individus qui sont les plus performants, c'est ceux qui ont passé le pic pubertaire depuis 4 ans et demi. Et les individus les moins performants sont en plein dans le pic pubertaire sur ces catégories juniors. Donc là, il y a une nouvelle fois un énorme biais. Et donc, la littérature scientifique est abondante et malheureusement peu utilisée aujourd'hui concrètement sur le terrain. C'est que ces effets sont retrouvés à tous les niveaux et que les performances dans les catégories jeunes, même juniors, ne prévalent pas d'une réussite future. Parce qu'en fait, ce sont des populations disparates. Les œillères sont posées ici sur les individus qui sont à un instant T les plus performants et pas ceux qui ont le potentiel de devenir les plus performants. Donc là, de manière similaire, on recrée des équations de calibration pour, en fonction de l'effet de l'âge biologique, réattribuer des performances pour chaque discipline, sport, épreuve dans les catégories U9, U10, U11, U12. Là encore, une nouvelle fois, c'est une première approche très cas d'usage pour les données puisqu'on n'est pas impactant sur la performance et sur les athlètes, on recalibre des performances existantes. Et l'âge d'entraînement, c'est un autre élément très simple. C'est un athlète, si vous avez 2 jeunes athlètes qui ont le même niveau de performance et vous avez un athlète qui pratique l'athlétisme depuis 1 an et l'autre depuis 6 ans, les capacités de progression à venir ne sont pas les mêmes. Sauf que c'est très peu considéré là aussi. Donc on modélise la relation pour chaque discipline entre la performance et l'âge d'entraînement qui nous permet de recalibrer tout ça. Donc ça, c'est un exemple de création d'outils pour tendre vers l'estimation de potentiel. Il y en a d'autres qu'on va voir par la suite.
Si on peut avancer, s'il vous plaît. Ces données-là, en fait, on essaye de tendre vers l'estimation. Donc ici, vous avez un exemple. Le graphique représente l'âge en années, en abscisse, et puis en ordonnée, vous avez les points FFS, qui sont les points de la Fédération française de ski. Chaque trait et chaque point représente un athlète, et donc là, vous avez un grand nombre de carrières qui sont reproduites. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'à travers toutes ces trajectoires individuelles de performance, donc on voit qu'il y a une progression au fil des années, et puis l'atteinte d'un pic et puis d'un plateau. Ce qu'on fait, en fait, c'est que ce soit pour ces données de ski ou sur des millions de données en natation ou en athlétisme, on va toujours, lorsqu'on utilise des méthodes de classification, on va toujours retrouver 4 grands clusters, 4 grandes patterns de trajectoire. Si on passe à l'élément suivant sur la présentation, en fait, vous avez toujours ces 4 grandes trajectoires. Vous avez les individus en noir, trajectoire noire, c'est-à-dire ceux qui ont des niveaux de performance assez faibles tout au long de leur vie. Ça, il n'y a pas de souci, ils sont bien détectés. Ils continuent et ils font du sport santé, et c'est tant mieux. Vous avez les individus, en fait, qui sont en bleu, pardon. C'est ceux qui ont des niveaux de performance élevés dans les catégories jeunes. Eux aussi, pas de souci, ils sont très rapidement détectés, et on leur propose d'intégrer des centres, alors, selon le sport, de formation, des pôles France et ainsi de suite. Mais on s'aperçoit qu'en fait, leur niveau de performance va stagner par la suite. Vous avez les individus en rouge qui ont des niveaux de performance assez élevés jeunes, donc qui sont repérés et puis qui vont continuer à progresser, mais qui n'auront pas les niveaux de champion olympique ou du monde. Et puis vous avez les athlètes sur lesquels on porte et on tente de porter le plus notre attention, c'est les courbes vertes. C'est ceux qui ont des niveaux de performance très faibles dans les catégories jeunes, mais s'ils poursuivent, c'est ceux qui plus tard auront des niveaux dignes de champion du monde olympique. Donc on crée des outils pour tenter d'estimer en fait ces trajectoires individuelles-là. Je vais vous montrer comment par la suite. Ça, c'est un exemple. Toujours sur le ski, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans une démarche où on tente d'identifier un athlète et de dire celui-ci a de grandes chances d'être champion olympique, donc c'est celui-ci au détriment des autres. La démarche est inverse. On va tenter d'estimer toutes les trajectoires possibles individuelles. Et là, c'est ce qu'on a fait à partir de quelques points de performance. On met des modèles mixtes bayésiens sur ces quelques points de performance, parce que la question des entraîneurs est toujours la même, à partir de 3-4 performances historiques. Et lorsque vous avez différents athlètes au même niveau de performance, lequel peut potentiellement être le plus fort entre ces 50 jeunes athlètes qui ont le même niveau à 12 ans. Donc là, en fait, ce que vous voyez en rouge, c'est toutes les trajectoires possibles en fonction des points de performance précédents. Donc on arrive à estimer une 500aine de trajectoires probables sur la partie haute du graphique, et la partie suivante en fait va nous permettre, à travers la médiane et l'écart type, d'estimer en fait les trajectoires possibles de chaque athlète. Donc ça permet d'avoir aux sélectionneurs et aux entraîneurs des informations non seulement sur l'historique de performance des jeunes athlètes, donc derrière ces captures d'écran que je vous ai faites, ce sont des applicatifs qui sont à destination des fédérations, et donc ils jouent avec ces données-là. Et ça leur permet de voir, selon les différents athlètes qui sélectionnent, les possibilités de trajectoire de chacun des athlètes. Et on ajoute à ce type d'informations, sur la suite, s'il vous plaît, donc là, le but, c'est celui que j'évoquais juste avant, il n'est pas de prédire une perf, mais d'estimer l'ensemble des possibles. Et à ces informations-là, on ajoute derrière, vous vous souvenez du graphique que je vous ai présenté précédemment. Donc là, c'est l'évolution dans le temps de ces estimations. Lorsque vous n'avez qu'une seule performance, un point, puis un deuxième, puis un troisième, on voit bien entendu que la variabilité va diminuer, et on va être en capacité d'estimer de manière de plus en plus précise le niveau de performance dans les années futures. Et donc à partir de ces estimations-là, on va ajouter, si on se souvient du graphique précédent, avec les 4 trajectoires possibles, ceux qui ont des niveaux faibles tout au long de leur vie, ceux qui sont forts au début et moins par la suite, et puis ceux qu'on essaye d'estimer avec des niveaux de performance faibles au début, puis forts par la suite. Sur la slide suivante, on observe, en fait, en plus de ces possibilités de trajectoire, ça c'est des éléments qu'on fournit au staff, c'est pour, par exemple, l'athlète avec les points rouges, là, on va, l'histogramme, les petits bâtons que vous voyez en haut à droite, on va fournir en même temps une probabilité d'appartenance au type de trajectoire. Donc vous avez non seulement les niveaux de performance historiques d'un athlète,
les trajectoires possibles qui peuvent ocourir dans les années à venir, et en même temps une probabilité. Donc là, si on prend l'athlète avec les points rouges, on va observer qu'il a plus de 30% d'appartenir au cluster 1, c'est-à-dire celui d'être performant au fil du temps. Et celui qui nous intéresse particulièrement, c'est le cluster bleu. Donc c'est les individus avec des niveaux de performance plutôt faibles au début, mais qui peuvent atteindre des niveaux de champion du monde ou olympique. Et bien là, pour le coup, l'athlète vert, qu'on voit avec seulement 2 points, lui a une probabilité d'appartenance de plus de 40% à cette trajectoire. Donc en fait, c'est des pièces de puzzle qui s'ajoutent, qui n'étaient pas dans la boîte à outils des staffs avant ces travaux-là, qui leur permettent soit de confirmer leurs intuitions, mais en tout cas, non pas de data orientée, mais de data éclairée, d'avoir des informations en plus de ce qu'ils ont habituellement. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et on tend par la suite, en ajoutant d'autres éléments, d'aller vers une approche plus globale dans la construction des futurs possibles. Si on passe à la slide suivante, s'il vous plaît, on construit aujourd'hui des parcours de vie. Donc là, je vous illustre, bien entendu, ce n'est pas un athlète réel pour les causes d'anonymat que vous comprendrez. Donc je vous demanderai de jouer le jeu d'une trajectoire possible d'un jeune athlète. On va prendre un exemple en tennis, par exemple. Donc vous avez son niveau de performance en fonction de l'âge, où il va débuter à 3-4 ans, puis arrêter ce sport-là, en pratiquer un autre, intégrer une structure de haut niveau. Au moment où ici il rentre dans un pôle France ou une académie, en fait, c'est autour de son pic de vélocité de croissance, donc de son pic pubertaire, puis il peut se blesser, passer professionnel et avoir un âge de performance pic qui sera estimé. Et donc par la suite, ce qu'on fait, c'est en plus des éléments que vous avez vus précédemment, si on passe à la diapositive suivante, on va estimer quelles sont les variables qui ont le plus de poids en fonction des âges. Par exemple, au début, à 3 ans, lorsque l'athlète va commencer la pratique du tennis, ça peut être la pratique délibérée. C'est-à-dire, il a été montré que la pratique délibérée, le jeu, est ce qui, d'un point de vue de coordination neuromotrice, permet le plus grand développement. Donc c'est peut-être cet élément-là pour cet athlète qui, sur cette catégorie d'âge ou cette tranche d'âge, est le plus important. Puis le lieu d'habitation et de résidence. Si je vous demande est-ce qu'il vaut mieux être rural ou urbain pour être champion olympique, je pense que les réponses vont diverger. De nombreuses études ont montré qu'il valait mieux être rural, ou en tout cas dans des villes inférieures à 100 000 habitants. Les explications possibles derrière, c'est que les jeunes athlètes vont être en capacité de se mouvoir plus dans les catégories jeunes. C'est-à-dire que s'ils habitent à la campagne, ils vont aller à l'école à pied ou en vélo. S'ils prennent une licence dans le club du village, souvent c'est des multilicences. Donc il va aller faire du tennis, mais on va lui ouvrir sa licence en tennis, va lui permettre de faire de l'athlétisme, du judo et les activités qui sont proposées. Tout comme la place dans la fratrie. Ce sont des éléments assez essentiels. C'est souvent les deuxièmes et les troisièmes. Si vous avez eu des enfants, on se rend vite compte que le deuxième n'est pas dans le même niveau de bagarre que le premier pour pouvoir maintenir quelques jouets ou passe son temps à courir après le ou les grands frères et sœurs. Ensuite, dans cette courbe de progression individuelle, bien entendu, les charges d'entraînement, les charges de compétition. Et puis ici, je vous ai mis les densités du groupe d'entraînement. Lorsqu'on rentre dans une structure de très haut niveau, les athlètes et les concurrents ou les coéquipiers d'entraînement avec qui on peut s'entraîner quotidiennement vont fortement impacter la capacité de progression. Autour de l'âge du pic pubertaire, forcément, les capacités physiques et les tests physiques vont se voir nettement améliorées par un climat hormonal aussi, et puis peut-être que lors de blessures, ça va être des capacités plutôt psychologiques, mentales, de résilience qui peuvent être plus pertinentes. Et lorsqu'on rentre sur les circuits professionnels, l'aspect tactique, stratégique vont être importantes. Là, cette illustration, c'est pour montrer qu'en fait, on essaye d'identifier de manière individuelle quels sont les éléments qui ont le plus d'importance dans une réussite future sur des individus très jeunes, mais le dernier élément, là, à 21 ans, est celui qu'il faut percevoir. C'est-à-dire que tous ces éléments-là ont un impact
mais des impacts différents, puisque la performance est multifactorielle et complexe. Ces impacts-là, ils sont récursifs, individuels, et vont bouger dans le temps. Et c'est ce qu'on essaye de mesurer, et maintenant, grâce à des modèles de plus en plus complexes, on arrive à faire en sorte, à partir de ces informations, d'avoir des éléments sur des groupes d'individus et de comprendre individuellement l'impact de chacune de ces variables au cours du temps. Donc on construit des parcours de vie, on modélise des parcours de vie afin d'estimer des possibilités pour un grand nombre d'athlètes. Donc ça, c'est un exemple évoqué sur la partie estimation de potentiel. Celui-ci, en fait, on le poursuit, notamment autour de l'âge au pic estimé, que vous voyez au bout du graphique. Ça fait partie de nos missions aussi, de tenter d'estimer le niveau de performance d'athlètes, mais aussi d'équipes. Donc je vous ai présenté un autre exemple. C'est historiquement avec les équipes de Florian Rousseau, donc qui est aujourd'hui directeur de la performance du cyclisme sur piste, un ancien athlète multimédaillé, il me semble 11 fois champion du monde et 2 fois champion olympique. On a créé des couloirs de performance pour justement estimer et visualiser les trajectoires de performance des athlètes français. Je vais vous montrer historiquement comment ça a été construit, c'est très simple. On est allé chercher la meilleure performance sur le... Ok, ce sera bien plus simple. C'est cette petite... C'est parfait. Donc on allait chercher les meilleures performances des médaillés olympiques sur les dernières Olympiades. Donc ici, l'exemple qui a été pris, c'est une présentation d'un collègue, donc il y a quelques années, vous verrez, il avait débuté cette partie-là sous Excel, comme quoi parfois même sous Excel, avec de bonnes idées, on peut démarrer des beaux projets de recherche. Et donc il était allé chercher l'ensemble des médaillés olympiques sur 4 Olympiades, et donc on avait tout simplement retracé la meilleure performance en fonction de l'âge, donc là ici de Lavillenie, d'Otto et de tous ses concurrents. Donc chaque point est la meilleure performance à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, et ainsi de suite, pour tous ces athlètes. Et si on synthétise, qu'on fait une moyenne et un écart type de ces trajectoires-là, on était arrivé à la première construction des couloirs de performance. Donc ces couloirs de performance nous renseignaient sur nos concurrents anglo-saxons et américains appellent ça le Olympic Pathway, par où sont passés les médaillés olympiques. Et donc en termes de visualisation, donc là c'était avant, c'était pour les Jeux de Londres, hein, ça permettait de visualiser où se situe l'athlète français par rapport aux trajectoires communes des médaillés olympiques. Donc on a pu développer ces éléments-là, faire preuve d'une certaine pertinence dans c'est qu'une variable parmi une cinquantaine qu'on utilise aujourd'hui pour un projet qui s'appelle Médaillabilité, où on estime la probabilité de l'ensemble des athlètes de la planète d'être champion olympique demain. Donc on reçoit 30 millions de résultats chaque nuit qui sont mis à jour sur toutes les compétitions internationales pour les catégories jeunes et les catégories seniors. C'est une équipe de 4 data scientists qui a créé cet applicatif qui permet déjà de regarder comment les athlètes français se situent dans leur concurrence internationale, de fournir des visualisations pour les décideurs et pour les staffs. Et bien entendu, on fait de l'estimation avec des marges d'erreur autour, puisque le sûr n'est jamais certain et l'improbable n'est jamais impossible. C'est vraiment on ne parle pas de prédiction, on parle d'estimation. Et voilà le type de tableau de bord. Alors bien entendu, je vous ai pris celui de Batman parce que vous présentez celui d'un athlète français, c'est un peu touchy. Par contre, sur les 2 graphiques du bas, vous pouvez essayer de retrouver quel est l'athlète, c'est de l'athlétisme qui a ce niveau de performance. Donc là, en fait, on a une partie d'information sur l'athlète en question, donc ici Batman, sur ses chances de médaille. Donc il a quand même 98% de chances d'être médaille olympique à Paris, en boxe bien sûr, et puis ça permet aussi d'avoir le rang de ses adversaires et à quel niveau ils sont estimés. Donc le deuxième, c'est quand même un athlète qui est fort, puis ainsi de suite. Et donc en bas, là, c'est de réelles captures d'écran. Celle de gauche, c'est ce qu'on appelle l'écart au podium et l'écart au top 8. Donc en fait, on peut jouer dans l'applicatif sur les 10 meilleurs, les 8 meilleurs, les 3 meilleurs
ou le premier, et on regarde la cinétique en rouge de progrès de l'athlète français et comment il se situe par rapport à cette concurrence-là. Et à droite, c'est le couloir de performance que je vous ai montré juste avant. Et donc, en fait, vous avez la trajectoire en filigrane dorée des médaillés olympiques et mondiaux, en dessous des médaillés d'argent et de bronze. Et là, en fait, on est sur un profil plutôt extraterrestre, puisque c'est un individu qui, à ce moment-là, c'était juste avant Tokyo, n'était pas encore médaillé olympique, est en train de retracer l'enveloppe de la courbe. Donc, c'est Mondo Duplantis. C'est assez rare des athlètes qui sont en capacité comme ça de générer une expansion de performance dès les catégories jeunes. Il y a Michael Phelps qui a fait ça sur les courbes, Duplantis, Teddy Riner, et après il n'y en a pas énormément. On a actuellement sur cette même courbe-là Léon Marchand, un Français, qui est en train de mettre la barre dans les catégories jeunes plus haute que celle de Michael Phelps, qui sont aussi les retours d'informations qu'on a de son coach, qui a des capacités d'entraînement qui sont supérieures à celles de M. Phelps. Donc ça, c'est comment on arrive à estimer des chances d'être champion olympique. Après, ça, c'est les travaux de Thibault Le Danois, qui a fait une thèse CIFRE avec la Fédération française d'athlétisme. C'est comment on estime des scénarios de performance. Donc lui, son travail, c'est avec le profilage des athlètes français, où on a les tests VO2 max, tout un package de batteries de tests physiques et physiologiques qui sont réalisés sur les athlètes français. On a en plus toutes les informations des courses sur l'ensemble de la planète, donc en termes de dénivelé, de nombre de virages, de distance, qui peuvent quand même différer selon les plateaux. Et puis on a comment chaque athlète de la planète a déjà concouru sur cette compétition-là. Et en regroupant ces éléments-là, on va calculer des probabilités de scénario de course. Donc là, un exemple que je vous montre, c'était celui des championnats d'Europe de 2018, où en fonction des individus qui étaient sur la compétition et du profil de la compétition, on avait estimé le graphique natation là, en fait, que la natation serait très étendue, c'est-à-dire qu'il y aurait des nageurs qui allaient nager très vite pour essayer de créer des écarts pour que par la suite en cycliste, il y ait un peloton de tête et 2 pelotons à la suite. Et en fait, sur les simulations qui étaient réalisées, à aucun moment l'athlète français, s'il ne sortait pas dans le premier groupe de tête en natation, ne pouvait figurer sur le podium. Alors bien entendu, vu que je vous montre cet exemple, il s'est passé exactement ça, sinon je ne vous le montrerai pas. Mais en tout cas, c'est un exemple parce que cette information-là, en fait, c'est des centaines de milliers de données qui tournent, mais en fait, c'est une intuition des coachs. Par rapport au plateau qui était là, ils savaient très bien qu'avec les athlètes espagnols présents, ils allaient nager très vite pour essayer de sortir de la natation de l'athlète français, parce que lui, il court très vite et il termine très vite à la course. Et ils savaient que l'effort qu'il allait mettre en vélo seul pour revenir allait potentiellement épuiser ses réserves pour réussir à les reprendre à la course. Et donc, en fait, ça a confirmé leur choix. Globalement, 98% des demandes qu'on traite sont dans ce cadre-là. On va confirmer des intuitions, on va rassurer sur des intuitions. C'est assez rare qu'on soit à l'opposé de ce que les experts du terrain ressentent. Alors l'autre partie très conséquente de notre travail, c'est des données pour monitorer, pour suivre les athlètes. Et donc ces données-là, elles sont... on va travailler autour de la prévention des blessures et de l'optimisation de la performance, mais ça peut être aussi des éléments plus techniques comme l'affûtage. L'affûtage, c'est lorsque vous allez diminuer le volume d'entraînement en maintenant l'intensité juste avant une compétition pour avoir des phénomènes de surcompensation lors de la compétition. Donc tout ça, c'est individuel, et donc avoir des données pour calibrer ces événements-là, c'est important. Et donc le monitoring, pour le coup, c'est certains collègues et chercheurs publient sur le tsunami de données vis-à-vis duquel le champ du sport de haut niveau fait face actuellement, comme dans d'autres champs sociétals. Mais on a des variables sur la programmation de l'entraînement, les charges d'entraînement, les charges compétitives, les modalités de... Et en fait, chaque terme que j'ai mis là, et j'aurais pu en mettre plein d'autres, vont derrière eux embarquer énormément de données. Par exemple, la fatigue, quand un staff nous demande d'intervenir parce qu'ils ont envie d'avoir des informations sur le niveau de fatigue de leurs athlètes, il y a de multiples façons d'aller chercher de la fatigue. Je peux vous demander quel est votre niveau de fatigue ressenti ce matin. On peut faire un prélèvement salivaire pour avoir un ratio cortisol-testostérone pour savoir si physiologiquement
vous avez un impact au niveau de la fatigue. Ça peut être de la fatigue centrale ou périphérique, donc c'est-à-dire cérébrale ou plutôt musculaire. Ça peut être de la fatigabilité. Je peux vous demandez là de répéter des sprints, vous mesurez et donc vous allez perdre en performance au fur de la répétition. Donc ça, c'est la fatigabilité. Donc en fait, on va faire des choix sur quel type de données on capte et comment on les capte. Ça revient à la notion de biais qu'on peut embarquer. Et en fait, toutes ces informations-là vont servir, premièrement, tout ce qu'on capte. Et donc nous, on a des systèmes qui s'appellent les Athlete Management Systems, c'est ce qui va permettre de centraliser les données. Tout ce qui est capté est instantanément visible auprès des staffs et des athlètes. Ce qui permet ici de regarder les cinétiques. Si on vous demande tous les matins combien vous vous sentez fatigué ou si vous avez des courbatures, dès que c'est rentré, vous pouvez voir votre évolution dans le temps et si vous changez de si vous sortez de votre variabilité individuelle. Et après, tout le travail de recherche va être d'aller chercher les relations entre toutes ces variables-là. Et donc là, l'hypothèse et la démarche que l'on prend, c'est on va aller chercher de l'information sur des charges d'entraînement, sur des performances, sur des blessures, sur de la planification, sur des tests. Et on ne cherche pas des associations linéaires entre 2 ou 3 variables. Ce que l'on cherche, c'est d'identifier des patterns évolutifs dans le temps et qui sont individuels et qui vont bouger, puisque la relation de ces bulles, les unes entre elles, ne sont pas identiques dans le temps. On n'est pas fatigué de la même façon au même type d'entraînement auquel on s'astreint, selon le temps de sommeil, selon... donc on va capter des informations qui sont assez pertinentes pour répondre à ces questions, mais qui peuvent être un peu intrusives. Dès lors qu'on va mettre des capteurs sur les matelas, dès lors qu'on va chercher à avoir des informations au niveau familial, au niveau social, en fait, il y a toute une démarche d'explication auprès des athlètes et des staffs de pourquoi on le fait et pour quel objectif. Et que ce n'est pas pour éviter la notion de se sentir fliqué qui peut arriver si ces précautions ne sont pas prises. Et donc une fois qu'on a identifié tous ces éléments-là, on va pour un athlète par exemple, pour celle-ci, ces situations de blessure, les fois où elles se sont blessées, c'était peut-être plus associé avec ses capacités de récupération et des charges d'entraînement qui étaient élevées et des niveaux de sommeil et de fatigue qui étaient plus élevés qu'habituellement. Et avec les mêmes types de données captées, pour une autre athlète, la blessure peut peut-être intervenir plus en relation avec les charges d'entraînement, une diminution des niveaux de performance liés à un sommeil impacté par des déplacements. Et donc en fait on tente d'identifier des patterns d'association qui vont prédisposer à des risques. C'est la démarche qu'on réalise et donc ça nous permet d'arriver à ce petit score pour Batman qu'on suit depuis tout à l'heure sur son état de forme. Et donc on va fournir au staff, Batman ce matin il est vert à 82%, c'est-à-dire que les modèles de prédiction derrière nous ont montré que sur les phases d'entraînement du modèle, pas de l'athlète, lorsqu'on disait qu'il était vert et donc qu'il ne se passait rien à l'entraînement, derrière il n'a pas arrêté l'entraînement, il ne s'est pas blessé, il n'y a pas eu de gêne. Et par contre si on dit qu'il est rouge à 53%, c'est que nos modèles de prédiction estiment correctement la survenue de blessures à 53%. Donc là, on est encore une nouvelle fois on informe aussi les décideurs du niveau de biais qu'on peut embarquer et du niveau de précision des informations qu'on donne. Ouais. Et ça tombe bien puisque c'est les slides de conclusion. Là, le courant actuel, peut-être pour aussi vous sensibiliser sur l'apport des données et la multitude des données qu'on a à traiter, on parle d'invisible monitoring, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des capteurs, de faire venir les athlètes sur des plateformes de force, dans les laboratoires, aujourd'hui, on capte l'information à partir de la vidéo et on fait de la computer vision. Ça, c'est le projet Perf Analytics qui est mené chez nous par Alexandre Chorgen, Guillaume Solière, Issa Moussa et porté par Lionel Révéré. Donc c'est un projet avec une dizaine de laboratoires de l'INRIA, spécialistes de l'image. Donc voilà ce qui se passe sur une compétition ou à l'entraînement et voilà ce qu'on arrive à faire. En fait, à partir d'une seule vidéo, on est en capacité de retracer l'ensemble des déplacements du boxeur rouge, du boxeur bleu. Ce que vous voyez, le petit point bleu et le petit point rouge, c'est les centres de masse qui sont projetés. Ça crée une heatmap des déplacements de l'athlète, donc vous percevez tout de suite l'intérêt en termes d'analyse de concurrence. Et la flèche au milieu, c'est la distance de garde. Donc ça, on le fait pour d'autres sports. Et ça nous permet d'avoir des informations donc, sur les adversaires, bien entendu, mais aussi sur la quantification des charges d'entraînement. Et là, on est in situ, on est écologique.
Donc c'est bien plus pertinent que de faire des tests en laboratoire. Et on n'est pas en train de venir mettre des capteurs sur les athlètes, on n'est pas en train de leur faire des prises de sang ou de prendre une demi-journée pour une équipe de rugby pour passer sur des plateformes de force, on le fait à partir de la vidéo ou à partir du petit capteur en introduction pour les joueurs de rugby qu'ils ont dans le dos, on recrée des profils force-vitesse in situ pour optimiser et individualiser leur performance. Je vous remercie de votre attention. Alors,